Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis émue, hein. Ça doit se sentir. Bon, ben, un petit coup de... Je suis émue parce que je ne pensais pas pouvoir remonter sur notre vélo ensemble. Et ça me fait chaud au cœur de vous avoir à côté et de pouvoir repartir effectivement dans cette belle aventure que sont les rendez-vous décideurs d'Apigov. Donc un nouveau format, vous l'avez compris. Alors on est en petit comité, on est en famille, en présentiel. Et puis c'est un événement qui est désormais possible et accessible à distance, en streaming. Donc j'en profite pour remercier Anne-Claire qui est derrière, qui a fait un super travail pour installer la technique. Merci Anne-Claire. Donc je ne vous cache pas l'émotion qui est la mienne et qui me traverse au moment où je vous parle. Voilà. De pouvoir retrouver aussi des visages familiers. Et puis des amis fidèles que je sais connecter à travers les différents réseaux francophones au moment où nous nous parlons. Soyez donc les bienvenus pour partager cette première conversation de la saison Santé, environnement, principe du vivant au service d'une gouvernance éco-responsable. Mais Christian reprendra la parole pour donner le top départ tout à l'heure. Je suis ravie d'accueillir pour cette première Emmanuel Corati, bonsoir. Anthony Barquissot, Éric Julien, le petit là-bas, sur le côté. C'est Wes Saoussen, on expliquera pourquoi. Bienvenue Saoussen. Et Thierry à ma droite, Thierry Buener. Pour nous accompagner, mon ami Christian Séchal. Bonsoir Christian, je suis heureuse de te retrouver. En introduction, cher auditoire, acceptez pour comprendre aussi le sens de ces rencontres que je me présente pour ceux qui sont connectés peut-être à distance ou ceux que je rencontre pour la première fois ce soir, que je présente le collectif qui m'accompagne, que je salue nos partenaires fidèles et que je vous tienne aussi informés des actualités de la communauté Apigov. Apigov est un réseau de 4000 membres, des entrepreneurs, des décideurs responsables francophones qui s'est construit ces 10 dernières années et qui va avoir besoin de vous. Tout d'abord, je tiens à remercier parmi nos partenaires, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu, Séverine Besson, je crois qu'elle se cache un petit peu derrière. Voilà, vous pouvez l'identifier parce que tu pourras faire un petit tour parmi notre auditoire tout à l'heure pour expliquer ce lieu magnifique. Je crois qu'on a tous reniflé aussi la belle énergie de cet endroit, qui est un tiers-lieu éco-responsable. On est très contents. Et je te remercie effectivement de nous accueillir dans ta belle maison. Je remercie aussi des partenaires fidèles comme le groupe Sodexo, Isabelle Grenier, toujours fidèle. Je te remercie. Paul Raffier, dirigeant de l'agence des Boards. Je ne sais pas où se cache Paul. Si, tu es derrière. Voilà. Qui représente aussi les vins Colombo, un amoureux de la terre et des bons vins. David Georget. Où est-il ? Il est là. Ouais. J'ai des bouts, je vois pas. Dirigeant d'une start-up qui explose dans le monde du onboarding, Momentup, une société de conseil qui accompagne les PME et les ETI à identifier leur relais de croissance, m'ont-ils dit. L'agence de production ICADA qui est représentée par Anne-Claire derrière. Merci de nous accompagner. Et j'ai un petit message et une petite pensée pour Clément qui n'est pas parmi nous ce soir, qui permet cette rencontre via le streaming. Et puis, un petit coucou à Florence Roulinck et Mélissa Corso, pas très loin, et une de ses amies, à la direction marketing et à l'organisation d'Apigov. À vous tous, merci d'être présents et pour cette félicité. Je voulais vous présenter aussi l'équipe, mais on le fera peut-être plus tard, d'Apigov, des dirigeants et des entrepreneurs qui m'accompagnent, je l'ai dit un instant, Olivier Davzac, dans cette aventure incroyable qui se poursuit encore cette année. Et puis, j'avais envie ce soir de faire un petit retour sur l'histoire, parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2 ans. Certains ne connaissent pas forcément l'organisation d'Apigov. Pour celles et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Virginie Nogueras et je suis fondatrice de ce mouvement et de ce réseau Apigov. Il y a 13 ans, j'ai créé le cabinet de conseil Expert Formation, rassemblant des décideurs pour accompagner d'autres décideurs en entreprise. En 2009, et beaucoup d'entre vous y ont participé, j'ai créé les Nocturnes d'Expert Formation, avec l'ambition de connecter des entrepreneurs,
des agisseurs de la société civile, pour questionner notre contribution au monde économique, à la société et à l'environnement. Entre 2009 et 2019, nous animerons une 50aine d'événements et rassemblerons près de 10 000 entrepreneurs. Nous sommes en 2009 et déjà nous parlons de sens, nous parlons de raison d'être, nous questionnons l'impact de nos entreprises, nous nous interrogeons sur des modèles d'affaires plus vertueux. En parallèle à cette même époque, j'investis des missions autour de la gouvernance d'entreprise qui m'amènent à observer la composition d'instances dirigeantes, l'organisation et le partage du pouvoir. Et je constate bien évidemment certaines réussites. Des collectifs apprenants, des conseils d'administration plus libérés que d'autres, mais je constate aussi la grande solitude de certains dirigeants. Des résistances, l'absence de diversité et de regard pluriel, le cumul de certains mandats, la crainte d'être challengé, des cercles parfois fermés, un lien à l'époque entre le business et le respect du vivant quasiment inexistant. Alors, en 2011, je décide de partir en voyage. Ici ou à l'étranger, j'interroge. J'interroge les administrateurs, des entrepreneurs francophones, des économistes, des scientifiques, des engagés, comme ce soir, et je leur demande « Dessine-moi ta gouvernance ». Comment, de leur point de vue, elle peut contribuer à une société plus solidaire, plus durable, pour transmettre et enrichir de ce recueil des nouvelles pratiques en gouvernance. Je rassemble alors une 40aine d'experts, des combattants, ces mêmes personnes que j'ai rencontrées. En 2013, nous créons un premier programme. Puis très vite, nous fondons l'école de la gouvernance responsable qui devient Apigov Academy. Nous imaginons des parcours, des modules en présentiel, accessibles pour tous et qui, pour ceux qui sont et celles qui sont intéressés, redémarrent d'ailleurs ce 18 octobre. Il s'agit de former des entreprises sur le possible impact sociétal, d'attirer de nouveaux talents dans les instances, d'accompagner des décideurs sur cette question de quel est le sens de mon mandat, comment travailler à ma propre proposition de valeur ou comment en entreprise je peux faire de ma fonction une mission au service d'un plus grand que soi. Mais la préoccupation majeure d'Apigov devient une urgence et non plus une option. La mission est claire. Comment assurer la relève, guider une nouvelle génération de décideurs et leur remettre les clés d'une gouvernance plus éthique et plus responsable. Alors, sur un pari fou, comme je dors beaucoup la nuit, une nuit de décembre 2015, j'écris « Il était une fois la gouvernance de demain ». S'en suivra le sommet international de la gouvernance, Apigov Day, 3 éditions à Lyon, des écoles rassemblées, 600 jeunes exaltés, 3000 décideurs et intervenants venant du monde entier pour alerter les consciences sur le pouvoir d'agir propre. Une 4e édition devait voir le jour à Montréal en octobre 2020. 2020 aura été une année pour tous marquante, brutale, et à des niveaux différents confrontant dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. 2021 reste une année complexe, fragile, qui rappelle l'urgence du changement pour nous et pour une nouvelle génération qui s'insurge, qui s'inquiète et qui s'inquiète de comment grandir. Face à ces enjeux décisifs qui parlent du respect du vivant, il n'est donc plus le temps de réunions de bien-pensants ou que de bien-pensants et de jolies convenances. Apigov n'est pas un pari fou, ni une option. Alors ces derniers mois, avec quelques cofondateurs, ici présents à mes côtés, Gérald Bierson va bientôt arriver, Patrice Perrol s'excuse, Olivier Davzac est là, David Georget et d'autres personnes bienveillantes, nous écrivons la mission d'Apigov. Tu veux en parler ? Merci Virginie. Vous expliquez le projet d'Apigov, c'est tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a écrit, c'est pas très facile, mais je vais essayer de le résumer. L'idée, c'est que on a aujourd'hui décidé très clairement de créer une Apigov Academy, donc qui va, elle, réunir à travers des formations en présentiel et en distanciel, et puis des modules, qui va former, transmettre
dès le plus jeune âge, les futurs administrateurs, les former à l'exercice du pouvoir. Ensuite, on va faire se rencontrer et intermédier sur une plateforme communautaire, en fait, tout le réseau de HappyGov. Virginie parlait de 4000 membres, c'est 4000 followers, entre guillemets, qui suivent l'aventure depuis le début. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers une plateforme, on a besoin d'une plateforme pour réunir tout le monde. Et puis, pour faire que, ensuite, on va pouvoir connecter les décideurs, comme ce soir ici, et on va réellement, comme HappyGov Day le fait, pouvoir se connecter, pouvoir échanger. On va créer une place de marché autour des acteurs de la gouvernance, qu'ils soient en France, mais aussi dans les pays francophones. On va pouvoir, je dirais, plus vivre et impacter fortement. On va promouvoir des actions d'impact en termes de gouvernance. Bref, voilà, donc on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vous en énergie, on va avoir besoin de vous en aide sur des projets ponctuels et dans le temps. Et puis, on va faire une levée de fonds qu'on a commencé à travers donc des différents réseaux d'institutionnels, d'investisseurs institutionnels. On a déjà aussi réuni des fonds à travers des business angels qui nous suivent depuis le début, en France et au Canada, à Montréal notamment. Et puis, on va aussi vous inviter à nous rejoindre, si vous le souhaitez, au fur et à mesure dans l'aventure. Et on vous en dira plus dans les semaines qui viendront. Mais voilà, l'idée, c'est de réunir cette communauté, de la fédérer autour de nous, et d'être plus impactant à travers des outils qui soient plus pragmatiques et plus pratiques que de faire, comme l'a dit Virginie, juste de l'événementiel pour de l'événementiel. Voilà. Je laisse la parole à Virginie si tu veux conclure, et puis surtout à Christian. Olivier, tu voulais dire un petit mot? Voilà. Merci. Parfait et grand. Alors, chers amis, pour l'heure, rejoignons. Je me mets là parce qu'il faut que je sois dans la ligne d'Anne-Claire. Excusez-moi de vous cacher. Rejoignons nos invités pour partager cet engagement en service d'une gouvernance éco-responsable. Et Christian Chéchal, je suis très heureuse de te retrouver. Je te laisse partager cette parole. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour. Bonjour et merci surtout de votre présence et puis surtout de la présence aussi bien sûr de nos 5 personnalités engagées sur cette conversation autour de la santé, de l'environnement, des principes du vivant comme vous le voyez marqué, c'est vraiment la thématique de ce soir au service des gouvernances éco-responsables. Moi je vais être beaucoup plus court bien évidemment parce que je pense que l'essentiel c'est ce que nous allons entendre, c'est ce que nos personnalités vont dire. Alors, je dirais tout simplement, peut-être pour lancer cette discussion, que finalement, la nouvelle gouvernance, c'est un rapport à soi, c'est un rapport, bien sûr, aux autres, et bien sûr, c'est un rapport à l'environnement. Alors, peut-être qu'on va commencer par le rapport à soi, et pour ça, eh bien, je vais donner la parole à Thierry. Bonsoir. Thierry, vous êtes un spécialiste des arts martiaux, et puis surtout un praticien, finalement, du shiatsu. Tout à fait. Le shiatsu, c'est le soin du corps, c'est une technique manuelle en fait. Alors, c'est un point de départ, oui. On commence par soi, et qu'amène le shiatsu, et qu'amène surtout peut-être votre expérience personnelle et votre démarche personnelle dans la thématique de ce soir. Le shiatsu, d'ailleurs, rapidement pour vous expliquer rapidement ce que c'est une technique, ça fait partie de la médecine traditionnelle japonaise, c'est une technique qui s'entend entre le kiné, l'ostéo et l'acupuncture avec les doigts. Voilà, tout simplement. Après, c'est beaucoup plus que ça, mais donc ça veut dire que quand on va travailler cette méthode-là, quand on va déjà commencer à l'apprendre, c'est des heures et des heures de travail qui vont changer fondamentalement son état d'esprit. Parce que, en plus, la méthode que nous travaillons s'appelle le Zen Shiatsu. Alors Zen Shiatsu, Zen dans notre monde occidental, on a souvent l'impression que le Zen c'est la zénitude. Absolument pas. Le Zen c'est l'extrême rigueur. C'est l'application, c'est la concentration. Et ce travail, lorsque vous l'appliquez à une personne ou que vous le travaillez sur vous-même, qui s'appelle le Doin, ça amène des changements profonds de son état, de sa conscience. Et c'est des choses, au fil du temps, qu'on va pouvoir transmettre avec cet état d'esprit. Et ça transpire, c'est quelque chose qui a transpiré au-delà de vous-même, voilà, qui peut attirer des gens. Alors en 2 mots,
il faut être bien dans son corps d'abord pour commencer. Donc vous prenez un rééquilibrage finalement entre le corps, l'esprit, le cœur aussi, certainement. Bien sûr, puisque le shiatsu, les méthodes traditionnelles, sont forcément un rééquilibrage. Mais il faut bien savoir que ce travail, parce que c'est une discipline, ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est un travail au long cours. À force d'entraînement, à force de pratique, les changements s'opèrent au fond de soi. Moi, j'ai créé mon entreprise de bien-être. Donc moi, j'ai la casquette d'entrepreneur, mais également, et mon entreprise, c'est autour du bien-être. Donc, tout ce travail-là, c'est quelque chose qui va vraiment amener les collaborateurs donc également à prendre conscience de chacun de son état et de son état interne, de son état d'esprit. Très bien, donc en fait une reconnexion sur soi-même très importante, point de départ, reconnexion au vivant quelque part. Absolument. Et donc pour la reconnexion au vivant, j'aimerais entendre le point de vue d'Éric Julien, géographe, créateur de nombreuses écoles et notamment de la nature et des savoirs et surtout consultant dans les grandes entreprises et coach des dirigeants. Alors Éric, on te donne ce micro pour que tu nous expliques toi quelle est ta démarche et finalement comment cette connexion au vivant est importante dans la thématique de ce soir. Ah la vache. C'est le pari. Ce que je pourrais vous partager, c'est que je crois que, aussi bien moi-même que vous qui m'écoutez, que plein de choses qui rampent, qui marchent et qui poussent autour de nous, sont vivants. Mais si on reprend la phrase de Michel Serres, qui était un philosophe qui a œuvré dans cette belle ville de Lyon, il disait, parmi d'autres belles choses, « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié. » Il faudrait remettre, peut-être par le corps, comme vous le proposez, la nature et le vivant dans nos pratiques et dans nos esprits. Et je pense que ce que disait Michel, je n'ai pas bien connu, mais je me permets de l'appeler Michel, c'est la racine de notre problème, de notre difficulté. Nous avons perdu ce lien d'alliance, donc nous nous sommes perdus. Et en se perdant, nous multiplions les déséquilibres. Et je reviendrai juste à quelque chose qui m'a été éveillé par vos propos, c'est que si on entend que nous ne sommes que relation et que circulation d'énergie, si nous n'avons pas conscience de ce que nous pouvons mettre dans une relation à un collaborateur, à une présence dans un bureau ou un système administratif ou un CA, peu importe. Et comment on va faire en sorte que ce lien soit de qualité énergétique et en présence, on crée des nœuds physiologiques, évidemment, mais aussi relationnels. Et finalement, on se trouve, et c'est vrai pour la société, c'est vrai pour une entreprise, à passer plus de temps à dénouer les nœuds et les conflits, les tensions qui vont avec, qu'à accompagner, encourager l'énergie. Et j'ai vu un petit livre là-bas qui est très bien, comment relâcher l'énergie dans l'organisation, à trouver les moyens de remettre de l'enthousiasme dont la racine, c'est traversée par le divin, donc traversée par la vie. Donc je trouvais, pour répondre, finalement, cher Michel, comment pourrait-on faire concrètement pour remettre de la conscience de la vie, puisque j'ai commencé en disant qu'on était vivant. C'est intéressant, c'est comme si on marchait à côté de nos chaussures, quoi. Voilà. Et ça, c'est très troublant. Et quand on s'arrête de temps en temps pour se regarder, peut-être des exercices que vous connaissez en PNL, qu'on a déjà fait, peut-être pour vous, hein, vous vous regardez agir là, et puis d'un coup, vous faites un pas en arrière et vous regardez le personnage qui est là. Et vous dites, mais en fait, on marche sur la tête. Pour faire court, pour essayer de comprendre, je me présente souvent comme explorateur d'interstices. D'habitude, ça fait une petite réaction. Mais bon. Explorateur d'interstices, je ne suis pas le seul à avoir inventé ça, c'est où trouver les réponses, où trouver les pistes, si ce n'est au carrefour de plusieurs domaines. Il y a Foucault, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, ou des gens qui travaillent sur la culture chinoise, François Julien, ou des gens comme ça, vous disent c'est entre la culture occidentale et la culture peut-être asiatique ou autre qu'on va trouver des pistes. Donc moi, où est-ce que j'ai été trouver ces pistes pour répondre à la question de Michel ? C'est entre les sociétés dites archaïques, primitives, sous-développées, autochtones, qui n'ont jamais perdu ce lien au vivant, ce que dit la science, et comment au croisement de ces deux mondes, les Amérindiens, qui sont aux marges de notre empire technologique, qu'on ne voit plus, et nos problématiques d'hommes et de femmes, comme nous nous sommes autoproclamés civilisés,
Comment on pourrait retrouver ce qui fonde la gouvernance, pour moi, à mon avis, hein, c'est gérer le commun en tenant à distance violence et barbarie. Parce que quand on veut partager un commun, hein, c'est compliqué. Virgule, dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de raison de faire chier. Juste rajouter une petite chose, c'est que... Petite. Toute petite chose, simplement que ça ne peut pas passer par autre chose que soi-même. Il ne faut pas jamais l'oublier. Vous ne pouvez rien transmettre si vous ne l'avez pas vécu. Si vous voulez transmettre dans votre entreprise de la gouvernance, du bien-être, ça, il faut d'abord que ça soit vous. Il faut d'abord que ça transpire par vous, cette fluidité, cette empreinte. Et cela, vous allez pouvoir, autour de vous-même, vous allez pouvoir vraiment transmettre des choses parce qu'il n'y aura même pas besoin d'expliquer. Vous allez l'exprimer par vous-même. En tout cas, on peut poser la question, mais on va surtout... La santé, c'est déjà pas mal. On va avoir, et je remercie aussi, d'ailleurs, je redis bonjour aux gens qui nous découvrent ou qui nous regardent en streaming. C'est intéressant de savoir que finalement on a une large audience et c'est intéressant d'avoir des exemples un peu concrets. Alors Emmanuel Corati, je me retourne vers vous parce que vous avez fait une étonnante bascule. Vous étiez responsable RSE dans une très grande entreprise, GL Even pour ne pas la nommer, et vous l'avez quitté pour monter une association Back to Earth, donc retour à la Terre. Donc très concrètement, après ce que nous venons d'entendre, pourquoi? Quelle a été votre démarche? Qu'est-ce qui vous manquait peut-être? Et que cherchez-vous surtout? Et qu'est-ce que cela peut amener à notre auditoire ce soir? Merci beaucoup. Oui, en effet, la bascule, elle est assez récente. Ça fait 18 mois qu'on a créé cette association Back to Earth et ça fait 1 an que j'ai quitté ce poste, alors qu'il n'y a pas un départ contre, hein, qu'un départ pour une aventure et aller plus loin dans mon engagement justement pour le vivant, avec un sentiment d'urgence que je partage. Voilà, donc on est des gens positifs, mais aussi on est des gens réalistes et on est dans une situation aujourd'hui qui nécessite que tout le monde se mobilise, quels que soient les étages, les dirigeants, les acteurs opérationnels, les politiques, les individus. Effectivement, la réponse, elle pourra être qu'à différents niveaux. Donc, j'ai fait des choix à titre personnel. Là, je porte des sujets collectifs au sein de mon association. On porte aussi des sujets à un niveau politique pour essayer d'agir à différents étages. Alors, sur quoi porte notre association? Elle porte le thème du retour à la Terre, avec 3 dimensions importantes pour qu'on se prépare à gérer les crises qui sont en train d'arriver. La place de l'agriculture et des paysans qui doit redevenir absolument centrale dans nos sociétés. On est aujourd'hui complètement à risque sur le volet alimentaire, y compris dans un pays comme la France. La question du rééquilibrage des territoires entre des métropoles engorgées et des territoires magnifiques que sont les territoires ruraux et les petites et moyennes villes. Et puis un 3e thème dans le retour à la Terre qui est la reconnexion au vivant, qui pour moi est la cause de tout. Je rejoins ce que dit Eric. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est qu'on est devenu complètement hors sol, quoi. On a oublié qu'on était des terriens et c'est très bien d'avoir une économie. C'est très bien de gérer de la valeur, mais quand elle ne correspond plus à rien de réel et que la valeur ne comptabilise plus le capital environnemental, le capital humain et qu'il y a un décrochage qui s'opère, ça ne fonctionne plus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir reconnecter toutes ces dimensions. Donc, ça, c'est le thème que nous, on aborde au sein de l'association. Et puis après, on le fait de plein d'autres manières. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps développer, mais on a des actions très concrètes pour agir dans ces domaines. Voilà. Mais en 2 mots, ne nous trompons pas, c'est pas un retour à la terre, c'est une passerelle. Les gens sont en ville, d'autres sont à la campagne. Il faut un lien entre les deux, ça c'est important. Ah oui, on peut pas opposer les mondes. Demain, un monde qui sera résilient sera un monde qui fera fonctionner les villes avec les campagnes. Et il y a une collaboration nécessaire qui doit s'opérer. Et le monde de demain sera un monde de toute façon de coopération. Et en tout cas, voilà, sur les sujets que nous, on porte, on agit à travers la médiatisation d'initiatives. Donc, on a une petite chaîne YouTube qui va rencontrer des agriculteurs, des entrepreneurs, des artistes, des élus qui œuvrent pour le retour à la terre, donc dans ces 3 dimensions que je vous ai évoquées. On a lancé un système de parrainage entre des agriculteurs expérimentés et des jeunes urbains. On vient de lancer 20 binômes. On accompagne des porteurs de projets qui ont des porteurs de projets de retour à la terre. Et puis, on est là pour organiser des rencontres d'intelligence collective autour de ces thématiques en faisant se brasser des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et en ça, je pense que on a ce métissage en commun entre Virginie et moi, c'est qu'on aime faire se croiser des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler et qu'il faut absolument remettre en lien. Les agriculteurs, les entrepreneurs, les élus, les artistes, les jeunes, très important les jeunes,
Voilà, donc on intervient au travers d'événements de différentes tailles. Voilà pour aujourd'hui ce que l'on fait de façon très générale. Très bien Emmanuel. Mais alors, après 3 interventions, on se rend compte que la notion de valeur est très très importante. Je rajouterais peut-être aussi une notion de temps, se réapproprier le temps, parce que des fois c'est ce qui manque. Mais ça, je pense que vous serez mieux placé que moi pour en parler. Et puisqu'on parle de valeurs, il y a les valeurs bien sûr du terrain, de la terre. Il y a aussi les valeurs que certaines entreprises peuvent développer elles-mêmes. Elles peuvent être complètement urbaines, complètement intégrées dans une structure de ville, etc., sans terre autour. C'est le cas notamment de Fortil. Alors, Saucen Rebaya, vous êtes directrice associée de cette entreprise, qui est une entreprise d'engineering, bonsoir, et de conseil en technologie. Et alors, ce qui est important chez vous, c'est que c'est une entreprise, certes, qui doit faire des résultats, qui doit être dynamique, innovante certainement, mais surtout qui a intégré d'entrée dans son ADN des valeurs, je dirais, fondamentales, comme celles qu'on vient d'écouter. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, tout à fait. Effectivement, alors Fortil, ça a plus de 10 ans maintenant. On a été créé à Toulon, puisqu'on a un PDG, Olivier Rimini, qui est originaire de Toulon. Et sur le territoire toulonnais, on a toujours agi auprès des associations, auprès de la collectivité, des communes alentours, voilà, en défendant des causes auxquelles on était sensible. Moi, c'est ce qui m'a attirée dans cette société. J'ai travaillé pour de grands groupes dans le milieu des ressources humaines. Et c'est vrai qu'en rencontrant une petite entreprise, à l'époque c'était encore une petite entreprise il y a 6 ans, locale, qui faisait beaucoup pour sa ville, qui était en plus ma ville natale, j'ai eu un certain coup de foudre. Et effectivement, je me suis vite rendu compte que c'était une entreprise assez sincère dans sa démarche, parce qu'il y avait quasiment pas de communication autour des projets, autour des investissements, autour de la prise en main de projets associatifs. Et pour autant, il y avait un engagement qui était très fort, financier d'abord et humain ensuite, puisqu'on a toujours voulu accompagner cette dimension financement par un investissement sur le terrain. Nous, on se focalise beaucoup sur l'égalité des chances et sur les jeunes. Et donc, on passe énormément de temps avec eux, on passe du temps dans les structures, et on défend ces valeurs-là aussi en interne. Donc, il faut pouvoir les faire vivre en interne pour pouvoir après aller les défendre sur le terrain. Et c'est intéressant de voir comment ça influence aussi le mode de management, comment ça influence nos valeurs en interne, et comment ça a ancré un certain nombre de pratiques, en fait. Et alors, une pratique quand même assez innovante chez vous, c'est cette notion de transmission qui est importante aussi dans votre ADN. Complètement. Elle est indispensable, en fait. Nous, on considère qu'on ne peut pas évoluer chez nous si on ne sait pas transmettre à un moment donné. Et est-ce que ce temps de transmission, finalement, ça fait partie du temps global de travail sur une journée au quotidien? Comment ça se présente? Ça peut même devenir un temps plein. Le fait de transmettre, en réalité, ça doit s'appréhender. Donc, il y a un temps pour assimiler les méthodes de transmission, pour tester des choses, pour voir si les personnes à qui on transmet sont réceptives, si elles deviennent performantes, si elles évoluent. Et effectivement, nos managers, ils sont là pour transmettre. En fait, c'est leur job, c'est quasiment leur fiche de poste chez nous. Et c'est vrai que ça a pu bloquer certaines personnes chez nous, le fait de ne pas être capable, d'être capable d'être performant soi, mais de ne pas rendre les autres performants, de ne pas être porté sur l'autre à un moment donné. Donc, on est limité à sa propre performance, à sa propre capacité de travail. On en arrive à des saturations, comme on a pu en parler. Donc, nous, on considère que plus on est nombreux et plus on est fort. Et donc, pour engager plus de monde avec nous, il faut être capable de leur donner ce qu'on a appris de mieux et de leur transmettre ce niveau-là de performance. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile, qui demande beaucoup de travail, mais qui a des répercussions décuplées en fait, sur les résultats de l'entreprise. Et puis, autre perception finalement de cet engagement avec vous, Anthony Barquisso, vous êtes donc le directeur général des clubs de fitness Genae. C'est des clubs aussi importants parce qu'ils ont des valeurs. Je dirais presque, vous avez été dans des clubs qui ont été particulièrement touchés au départ, comme beaucoup d'entreprises, par la pandémie, ça c'est clair. Donc en 2 mots déjà, la philosophie de votre entreprise, et puis peut-être déjà ouvrir sur une deuxième ouverture, c'est-à-dire comment la pandémie finalement a impacté vos démarches, et votre ADN dans votre entreprise. On peut peut-être situer déjà un peu votre entreprise.
Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, on est des clubs de sport, des salles de sport, un petit peu différentes en tout cas, mais c'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est pourquoi elle existe, cette entreprise. Elle existe parce que nous, on a un rêve, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. En tout cas, le plaisir et les bienfaits de l'activité physique. Donc c'est un prétexte quelque part, et on essaie de le faire de multiples façons, et on essaie surtout d'avoir des gens qui rejoignent ce pourquoi-là. Je pense que plus que des clubs avec des machines qui font 2500 mètres carrés, qui sont super, je vous invite vraiment à venir nous voir, mais plus que ça, ce qui fait la richesse, c'est le pourquoi, et c'est pour ça qu'on a des équipes qui nous rejoignent et qui font justement ce que les gens recherchent dans ces entreprises-là, la relation humaine. On va revenir sur la pandémie, c'est pas uniquement des salles de sport, c'est surtout des coachs, des coéquipiers qui donnent envie aux gens de venir nous rejoindre, qui donnent envie aux gens de pratiquer des activités physiques. On en parlait tout à l'heure, on a à peu près 40% des gens qui viennent chez nous qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport. Et ça, c'est vraiment une réussite quand on veut rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et alors justement, comment la pandémie, vous l'avez dit, mais en fait, vous avez malgré tout perdu du monde. J'imagine que des gens ne reviennent pas aussi facilement dans ce genre d'entreprise. Et malgré tout, vous avez maintenu vos équipes et vous m'avez même dit, ça a même renforcé leur approche de leur travail. De quelle manière ? Oui, en fait, quand on crée une entreprise, on crée son pourquoi on veut la faire, on met en place des valeurs d'entreprise, on met des mots, on fait des PowerPoint, c'est super sympa. Mais très rapidement, en fait, on se rend compte que est-ce que ces valeurs-là sont réellement vécues dans l'entreprise ? On peut se raconter plein de choses, mais quand on est frappé par une pandémie, la réalité, c'est qu'on voit vraiment si elles sont vécues. Je pense parfois on se dit ah tiens super, on est positif par exemple chez nous, on est curieux, on a tout un tas de choses. Mais moi ce que j'ai vu de la part de mes coéquipiers pendant 14 mois de fermeture, parce qu'il y a deux pandémies, il y a celle où tout le monde s'arrête, ça c'est une pandémie qu'on a tous vécue, et il y a celle où le monde reprend mais pas vous. Et c'est celle que mes équipes ont vécue une seconde fois. Et pour autant, ils étaient là tous les jours à venir dans leur club, à s'entraîner, à améliorer leur outil de travail, à savoir ce qu'ils pouvaient faire, à être actifs. Enfin, alors les autres diront qu'on a eu de la chance, c'est ce qu'on dit souvent, mais on a vraiment des équipes qui ont été absolument fantastiques pour maintenir ça. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai vraiment pleinement pris conscience à quel point les valeurs étaient vécues dans l'entreprise. Et c'était pour moi la plus belle récompense, et l'énergie qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de sentir ces équipes comme ça, qui vivent la même chose, qui visent la même chose. Et c'est ce qui a du coup renforcé, ce qui, je pense, nous fera sortir de là bientôt, parce que c'est pas encore le cas. Moi, je vous invite à retourner dans les salles de sport, comme retourner au cinéma ou au restaurant. Tout est safe, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'on est sorti un peu du quotidien des gens. Donc il faut se battre. Et souvent, quand ils reviennent, une fois, ils disent « Ah, c'était ça, c'est ça qui me manquait ». Et je vous invite donc à retourner dans vos salles de sport respectives, où qu'elles soient. Cette pandémie, finalement, elle a peut-être rajouté un plus. Je me tourne vers toi, Eric, parce qu'en fait, on parle de retour au vivant. Est-ce que la pandémie, qui est en train de finalement, de manière des fois directe et de manière des fois beaucoup plus insinuée, change nos vies? Est-ce que justement cette année obligatoire, entre guillemets, que nous a imposé la pandémie, n'a pas donné ce temps de réflexion, peut-être même ce rapport au temps, qui permet peut-être maintenant d'aider à ce changement dont on parle, de cette nouvelle gouvernance? Mais est-ce que la pandémie, finalement, n'a pas ce côté positif dans cette démarche du retour au vivant? C'est difficile de répondre, parce que je pense qu'il y a plein de livres qui vont sortir remarquables, qui vont analyser les conséquences de la pandémie, et je ne me substituerai pas à ceux qui vont écrire là-dessus. C'est sûr qu'il y a eu un ralentissement, il y a eu une autorisation de ne pas faire, il y a eu des gens qui ont retrouvé des liens sociaux de proximité. On sent que ça a changé beaucoup de choses, cette crise. Mais ce qui est troublant, c'est que dans les premiers temps de cette crise, on entendait des propos dans les médias sur on va changer, ça vient nous interroger, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on est confronté à 5 modèles, si je vous les résume vite, j'essaie de faire vite, et aucun de ces modèles n'est opératif. C'est ça qui est assez troublant. Le premier modèle, on l'a tous entendu, il faut qu'on relance la croissance. Et on va mettre 11 milliards, voilà, je ne vous fais pas le dessin. Est-ce que ça va vraiment être au service du vivant et de la santé? Je vous laisse faire votre appréciation. Le deuxième modèle qui court beaucoup, c'est le problème de nos élus écologistes, et ce n'est pas du tout une remise en cause des choix politiques, c'est que leurs marges de manœuvre sont limitées. Allonger la ligne de tramway, isoler les maisons, enlever les panneaux de pub, comme ça a été fait à Genève ou à Grenoble. Je caricature un peu, mais quelles sont les marges de manœuvre? Rendre plus propre ce qu'on a déjà. On est toujours loin de cette question. Vous avez le troisième qui est Elon Musk et ses comparses, parier sur la technologie. Alors on sait bien que ça ne marchera pas si on fait que ça.
Et vous en avez deux qui sont un peu cousins, qui sont la collapsologie et la décroissance. C'est peut-être des réflexions intéressantes, mais aller vendre ça aux jeunes générations, dont un sondage vient de dire qu'à 60% sont désespérés. Si on leur dit, ce qu'on vous propose, c'est la collapsologie et la décroissance, je ne sais pas comment vous allez faire avec vos bouts de chou, là, mais ça va quand même être chaud. Voilà les 5 modèles qui vont résonner allègrement dans tous les discours politiques qu'on va entendre. Et aucun de ces modèles, on le sait, questionne ce que peut-être la pandémie nous a permis de questionner. Et la proposition, moi, que j'entends en disant ça, c'est que quand vous avez des enfants, ça n'a pas l'air, vous n'avez pas l'air très sûr, hein, je vois. Bon, admettons. J'ai senti un doute, mais je ne le dirai pas. Alors, deuxième question, vous vous rappelez comment vous les avez fait Oh la vache. Ça a l'air beaucoup plus flou, mais ce n'est pas du tout pour vous emmener dans la vie. Hein. C'est un acte d'amour, en tout cas je vous le souhaite. Donc s'il n'y a pas plus bel acte d'amour pour exprimer la vie que de faire des enfants. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a, si vous vous en rappelez, hein, on amène une information masculine, ça c'est notre job. Mais pour que l'information masculine, le faire, le je veux, le voilà, tac, serve à quelque chose, s'il n'y a pas une information féminine qui féconde et qui transforme, un spermatozoïde, durée de vie 4 minutes. Donc ce principe de vie, de base de la vie, qu'il faut 2 énergies pour que la vie advienne, on l'a cassé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de féminin dans nos sociétés modernes. Je pourrais vous faire une liste. Alors ça se traduit après par plein de trucs. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais alors ça, c'est très troublant. C'est la mère Terre quand même. On peut rigoler de la mère Terre, ce qu'on en veut. C'est une dimension féminine. Pourquoi a-t-on peur du féminin? À mon avis, on a peur du féminin parce que le féminin advient. Et ça fait flipper les sociétés qui sont sur le contrôle. Donc c'est pour ça qu'on a toujours rasé le féminin dans sa capacité créatrice. Et si je vous ai donné les 5 modèles dominants, c'est que les 2 modèles où on sait la réponse. Or, on est confronté à une époque de notre histoire où nous n'avons pas la réponse. Nous ne l'avons pas. Par contre, nous aurions l'intelligence de créer un espace où nous pourrions ensemble imaginer la réponse. Et pour rebondir juste sur vos propos, il y avait une église que j'adorais, enfin j'adore toujours, elle est toujours debout. Je crois que c'est dans la forêt de Brocéliande où un curé, moitié farfadet, parce qu'il s'inspirait des druides, je crois, ce qui était très mal vu dans l'église. Il a mis sur la porte de l'église, il a toujours mis la porte s'ouvre de l'intérieur. Et je revois un monsieur qui regardait ça à l'extérieur, et il dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La porte s'ouvre de l'intérieur. Et effectivement, ça part de... C'est une phrase de Hannah Arendt, et j'arrêterai avec ça, c'est « Les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève ». Donc faut-il attendre que la tempête nous emmène dans des extrêmes pour qu'on réhabite ces principes du vivant, dont pour moi le principal qui est le féminin. Et j'ai envie de dire l'amour, pas au sens bête qui va avec, qui peut paraître comme un peu niaiseux, mais comme l'accueil de l'autre pour créer autre chose. Et ça, dans une posture de gouvernance, c'est très compliqué. Vous avez une dizaine de collaborateurs, est-ce que vous allez accueillir les regards, les avis, pour renaître à autre chose, pour changer votre point de vue. C'est une forme d'amour au sens de l'acceptation. Voilà. Donc on est plein dans la vie. Hein. Et donc je vous rappelle, quand on fait des enfants, il y a de la jouissance. Non? Non, mais faut pas se priver. C'est pas du tout pour être graveleux, mais il faut pas se priver de ce moment qui est quand même incroyable, où la vie nous traverse. On n'est pas dans le contrôle, justement, et je vous souhaite que ce soit agréable. Et voilà, sans en faire un fromage, mais c'est quand même des moments sympathiques de la vie. Éric, merci. Cet accueil des autres est important. Et justement, vous, Emmanuel, vous êtes, je dirais pas... Alors, c'est pas vraiment l'accueil. Vous allez pouvoir me dire comment vous faites cette fameuse passerelle entre la ville et, je dirais, le retour à la terre. Notamment, vous pouvez nous parler de Hackathon, qui est quelque part un lien où, finalement, des gens de différents milieux, de différentes parties de la société, vous les réunissez dans quel but finalement pour créer cette passerelle entre la ville et la terre? Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Éric, aujourd'hui, comme on est face à des problématiques qui sont complexes, il y a une nécessité absolue de relier les gens, puisqu'on ne peut pas avoir chacun la réponse. Les enjeux sont trop énormes. Et donc, effectivement, au cœur du projet de notre asso, il y a cette idée de s'appuyer sur l'intelligence collective,
cas quelque chose qui monte évidemment en puissance dans les organisations et qui est clé dans la gouvernance de demain. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait apporter justement cette connaissance qu'on avait expérimentée dans l'entreprise, et ces techniques d'animation d'intelligence collective, au service d'une cause qui était justement le retour à la terre et au vivant. Et donc on a développé des outils qui s'expérimentent déjà aujourd'hui dans le monde événementiel. Je pense que certains d'entre vous effectivement savent ce que sont des hackathons. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une technique d'animation d'intelligence collective qui vient des Facebook et compagnie, où pour résoudre rapidement une problématique complexe, on met dans la pièce des gens avec des profils très divers, on les anime avec une technique très efficace d'intelligence collective pour répondre à un défi avec un projet qui ensuite, en 24 heures, vous avez un prototype de projet et un budget et en gros des grandes directions de plan d'action. Donc ça s'expérimente beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et nous, on s'est dit que ça pouvait être un outil au service des territoires, mais en rassemblant du coup des personnalités et des gens de bords très différents. Donc on a fait un premier hackathon où dans chaque équipe, il y avait un agriculteur, un entrepreneur, un élu, un artiste, un jeune. Un politicien, j'imagine aussi. Des élus, bien sûr, des élus locaux, très importants. Et donc, on a développé un process qu'on va aujourd'hui proposer au territoire sur les thématiques de résilience alimentaire. Un hackathon, ça peut adresser n'importe quelle problématique. C'est un outil. Mais nous, on le met au service du vivant, des questions de résilience alimentaire, d'attractivité de population. On démarre sans avoir la réponse. Alors, on démarre par une phase d'inspiration. Il y a quand même des gens qui connaissent un petit peu les sujets qui préoccupent les élus, qui viennent parler de ces thématiques. Et puis après, on met dans la pièce, ou maintenant aussi en version digitale, puisque ça fonctionne très bien en digital aussi, des gens de profils très différents qui, du coup, peuvent, en collectif, répondre à la question qui va être celle de l'élu, en fait. Avec cette idée aussi que demain, et ça va se retrouver dans les entreprises, mais ça se retrouve dans les territoires, n'auront d'efficacité que des démarches qui auront été co-décidées, coproduites. Elles seront d'autant plus impactantes qu'elles auront été pensées par le terrain, par les usagers. Et donc, nous, on n'intervient plus forcément dans le champ de l'entreprise, on intervient aussi à un niveau politique, puisque ces questions qu'on traverse aujourd'hui, on a vu, elles peuvent être intimes, elles peuvent être des questions de structure d'entreprise et d'association, mais c'est aussi des sujets de société. Et donc, il y a aujourd'hui un effort de démocratie participative à mettre en place. On doit aujourd'hui, si on veut innover, et on est obligé d'innover, puisque, tu l'as dit, les schémas aujourd'hui top-down ne fonctionnent plus, il faut faire avec. Et donc, tout notre propos, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a une vraie valeur ajoutée à créer du lien. Et ça ne se fait pas n'importe comment de créer du lien. Ça ne se fait pas spontanément. Et vous pouvez le voir dans nos villes, on ne crée pas beaucoup de liens. Moi, là, je viens de commencer à aménager à la campagne. J'ai rencontré bien plus de gens en l'espace d'une semaine qu'en 15 ans d'habitation en ville, quoi. Merci Thierry. Justement, alors finalement, la seule valeur concrète qu'on a dans tout ce questionnement, dans cette période un peu difficile qu'on a, c'est encore soi-même. C'est soi-même. Et puis, pour reprendre les propos d'Éric, la terre-mère, le féminin, ça va nous parler de quoi pour nous, dans les principes de médecine traditionnelle orientale, les médecines traditionnelles, chinoises, japonaises. Le féminin, c'est la relation au yin. Le corps est divisé. Le corps est animé par le yin et le yang. Le yin, c'est le profond. C'est ce qui nourrit, c'est les bases, c'est tous les organes internes, le cœur, les poumons, le foie, les reins. Voilà, ça c'est très très important. Et également, la terre, ça nous parle également de la terre-mère qui nous nourrit. Et dans ces principes de médecine, c'est rate, pancréas, estomac. Donc, et ça, c'est pas très compliqué, hein. Si on ne mange pas, on meurt. Et c'est vraiment donc ce principe de terre-mère, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est elle qui nous nourrit. Et avec cette nourriture, nous, on peut nourrir notre yin, notre féminin, qui est vraiment le fondement de la santé et de notre vie. Voilà. Très bien. Alors, concrètement, après ce que vous avez dit, est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, ça peut être
nourricière? Parce que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait une notion de formation. Est-ce qu'une entreprise peut être nourricière? Parce qu'en même temps, si les gens s'investissent dans votre entreprise, ça doit aussi impacter leur vie privée, déjà, pour commencer, j'imagine? Tout à fait. Après, ça dépend ce qu'on entend par nourricière, mais effectivement, nous, on s'est rendu compte de deux choses. La première, pour être porté sur l'autre, il faut aller bien. Et du coup, il faut qu'on s'occupe de nos propres salariés pour qu'ils puissent, eux, se porter sur leur territoire. Donc, globalement, ça veut dire avoir des systèmes de rémunération qui soient justes et équitables. Ça veut dire promouvoir l'évolution professionnelle, la stimulation intellectuelle, les nourrir intellectuellement, les nourrir financièrement. Nous, on s'est éloigné des modèles un peu classiques, on en parlait tout à l'heure, de hiérarchie. On s'est éloigné des modèles de conventions plutôt collectives. On essaie de favoriser la réussite personnelle au profit du collectif, et on valorise vraiment la performance individuelle au même titre que la performance collective. Donc on dissocie les deux sont valorisés, mais avec des niveaux de valorisation différentes en fonction de chaque individu. Et ensuite, on va effectivement pouvoir se porter sur les problématiques d'un territoire et peut-être initier des projets. Je pense à un projet en particulier. On a, nous, eu à peu près 30% de nos équipes qui sont arrêtées net d'activité pendant le premier confinement, puisque tout simplement les projets de nos clients, les projets de nos clients se sont arrêtés du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de chômage partiel. Nous, pour les nourrir, comme vous dites, on n'a pas fait de dossier de chômage partiel. Donc ces personnes ne travaillaient pas, mais on a maintenu les salaires et les primes pour qu'elles soient en sécurité, qu'elles puissent se concentrer sur autre chose, parce qu'on avait les enfants à la maison, on avait le choc de la nouvelle et il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc on a fait ce parti pris qui était financièrement, il fallait l'encaisser. Donc c'est un parti pris un peu risqué, mais qui avait le mérite d'envoyer un message fort à nos équipes qui est: on vous fait confiance, on a besoin de vous, on est capable de supporter cette crise, on s'est créé en temps de crise, donc nous les crises on connaît ça, et on a les moyens financiers pour passer le cap. Donc on a maintenu tout ça, et pendant ce temps, ça a donné lieu à beaucoup de créativité, en fait. On a un projet qui a émané de cette période-là, qui a mobilisé une quarantaine de nos consultants ingénieurs, et qui est un projet qu'ils ont appelé... Alors, il y a deux volets du projet, un projet Open Active House et un projet Open Active Lab. Donc, l'idée pour eux, c'était de se porter sur la question de la production agricole éco-responsable et des sujets liés à la consommation d'énergie, la production énergétique aussi de ce qui est généré par le produit. Donc il y a tout un concept architectural agricole qui permet, avec une partie habitable et une partie hors sol, d'avoir des concepts urbains de production hors sol, et un concept en ligne, en fait, puisque nos équipes IT ont travaillé sur le sujet pour offrir un outil de simulation à Monsieur Tout-le-Monde ou à un producteur, un agriculteur, la capacité de simuler une production agricole avec des informations climatiques, avec des informations énergétiques, avec des informations diététiques, avec un certain nombre de data. Et c'est un projet qui court encore, sur lequel on a choisi d'investir de nouveau et qui poursuit son chemin de vie. On ne sait pas encore où ça va nous mener. C'est un projet d'innovation interne, mais qu'on aimerait apporter effectivement au monde externe. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Si on considère que votre entreprise est, en tout cas, est en pointe dans son domaine, après tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous pourriez nous dire quel impact tout ce que vous avez mis en place a sur les résultats généraux d'une entreprise de manière comptable, ou en tout cas dans sa démarche, dans ses parts de marché, parce que finalement vous êtes une entreprise qui a énormément évolué en une dizaine d'années. Quelle est la part de cette philosophie dans le succès, si vous acceptez le mot de succès, de votre entreprise? Alors moi j'ai un profil plutôt RH à la base, alors je vais focaliser ça sur des indicateurs plutôt RH, puisque nous on vend de la prestation intellectuelle, donc l'humain est au centre, on n'a pas de produit, on n'a pas de machine, donc on se focalise sur l'humain, et donc plus on est nombreux et plus on est performant, plus on va gagner des parts de marché. Et notre société, en
moins de 10 ans, elle est passée de 0 à 1000 collaborateurs. Donc on l'a fait plusieurs fois parce qu'en fait, on a eu d'autres sociétés de conseil qu'on a revendues par la suite. Mais Fortil, c'était un peu la société de cœur. Et cette société, là, on a refait de nouveau un 0-1000 en croissance organique. Donc là, on se met tout juste à de la croissance externe. Et c'est vrai que ça booste nos activités. Ça nous permet aussi d'intégrer des structures plus spécialisées sur des métiers sur lesquels on est moins présent. Donc on gagne des parts de marché de cette manière-là. Très bien. Il y a un point que je voudrais voir avec vous, Anthony. Donc vous avez aussi cette démarche assez, je dirais, importante par rapport aux personnes qui travaillent dans votre entreprise. Et puis vous acceptez, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais en tout cas vous acceptez quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'esprit français, c'est le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur qui fait partie de la construction peut-être, c'est ce que vous allez nous dire, chez un employé comme chez l'employeur peut-être, non seulement vous l'acceptez, mais vous le revendiquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ouais, quand on a eu ces discussions un petit peu tous les deux, vous avez dit est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? On essaie plutôt de l'encourager. C'est assez différent comme démarche en fait de laisser le droit à l'erreur aux gens ou de l'encourager. On leur dit trompe-toi le plus souvent possible, pas 2 fois de la même façon. C'est tout ce qu'on te demande, mais en tout cas, on s'est rendu compte que, et c'est, alors, on parle de ça, je ne veux pas vous vendre un tableau immaculé, etc. On est une entreprise aussi qui se transforme, qui va vers des choses qui nous inspirent, qui sont un mode qu'on peut appeler holocratique, opale, peu importe le nom. Enfin, on appelle ça l'entreprise du bon sens. On a démarré ce projet-là avec les équipes. Et l'idée, effectivement, c'est de se dire, il y a une destination commune, on connaît tous. Il y a des règles du jeu, comme dans n'importe quel sport. On fait beaucoup d'analogies sportives. Donc on explique qu'il y a les lignes du terrain où il y a des règles comme ça. Par contre, le chemin pour arriver à marquer un panier ou un but, ou peu importe, en fait, personne ne le sait, puisque c'est celui qui a le ballon qui décide, pour reprendre des gens comme Jean-François Zobrist, ce genre de gens. Et donc on se dit, on va laisser les gens faire et on va discuter, on va les challenger aussi beaucoup. Parce que quand on entreprend, on a beaucoup de convictions, donc c'est pas toujours facile de travailler avec des entrepreneurs. Mais en tout cas, on essaye de leur dire, oui, essaye, trompe-toi et tu as peut-être une bien meilleure idée que la nôtre. Donc voilà, on essaye d'avancer comme ça. Alors comment faire changer les choses, comment faire bouger finalement peut-être les entrepreneurs et même les employés qui nous découvrent, faire bouger les choses, chez vous Emmanuel, vous nous en avez parlé, c'est très très important, mais c'est important, il faut les faire bouger dans les mains de celles et ceux qui ont le pouvoir finalement dans une entreprise, dans la société. Oui, alors à différents niveaux, bien sûr. Alors le pouvoir à un niveau politique, mais il y a le pouvoir dans les entreprises. Et c'est certain qu'aujourd'hui, le rôle du dirigeant, il est absolument fondamental dans le fait qu'on prenne en considération ces aspects. Bien sûr, vous avez des équipes, des nouvelles générations qui arrivent, qui aspirent à tout ça, mais l'impulsion du dirigeant, elle va être absolument clé. Alors, il y a des dirigeants qui sont d'eux-mêmes convaincus, d'autres qu'il faut aller chatouiller et faut aller faire le poil à gratter, il faut aller les former. Mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive quand même à une époque, et notamment, je pense qu'effectivement, c'est ce qui a permis la crise Covid qui met un peu tout le monde d'accord sur le fait que, de toute façon, il faut repenser la façon dont aujourd'hui on dirige. Ce qui fait surtout... et on a parlé tout à l'heure des valeurs. Il y a les valeurs au sens qu'est-ce qui fait communauté dans une communauté humaine quelle qu'elle soit, mais il faut repenser aussi ce que sont nos indicateurs de valeurs nationaux, nos indicateurs de valeurs d'entreprise, et tant qu'on n'aura pas changé ces lunettes-là, et que les dirigeants ne prendront pas d'autres lunettes, voilà. Mais il n'y aura pas de miracle, c'est-à-dire que c'est des étages différents qu'il faut faire bouger. Bien sûr que les dirigeants doivent bouger, les collaborateurs doivent bouger, les structures doivent bouger, et il y a une dimension à la fois politique, entrepreneuriale et personnelle. Et si ces niveaux-là ne bougent pas de façon conjointe, alors qui va faire bouger l'autre ? Tout le monde joue un peu au chat à la souris. Et pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on sait. Enfin, je veux dire, on découvre rien aujourd'hui. On fait comme si on découvrait. Mais on est mis au pied du mur. Maintenant que tout le monde peut pas trop jouer au chat à la souris, voilà, prenons ce sujet à bras-le-corps. Et effectivement, l'avantage du dirigeant et de l'homme de pouvoir au niveau étatique, c'est qu'il a un impact
qui est bien différent de celui des individus. Il a son impact individuel, mais il a une capacité à embarquer derrière toute une entreprise. Et donc, moi, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise où on avait, j'avais un président qui avait une totale confiance dans ce qu'on pouvait proposer et qui donnait l'impulsion. Ça change tout par rapport à des entreprises où il faut complètement ramer. Et donc, c'est super d'avoir du coup des dirigeants comme vous ce soir pour montrer que c'est possible, que c'est pas opposable à un certain développement. En revanche, c'est pas forcément simple. Et donc, du coup, il faut faire effectivement différemment. Et avec du monde. Justement, alors, Eric, vous êtes consultant dans les grandes entreprises, très grosses entreprises françaises. Comment faire passer le message? Et d'abord, est-ce qu'il passe? Et à quel moment? Est-ce qu'il y a des moments pour les faire passer? Est-ce que vous sentez, puisque vous le faites depuis un paquet d'années maintenant, est-ce que vous sentez des petits changements ou alors Je vais être honnête, une des dernières missions que j'ai faites, c'était un monsieur que j'aimais beaucoup dans une grande entreprise industrielle pour remettre les principes du vivant. J'y étais franco et vous savez, c'est comme une vitre que vous n'avez pas vue dans le couloir quand vous couriez et que vous fracassez et que vous descendez en bavant sur la vitre. Et qu'en bas, vous dites où est-ce que je revois la facture? C'était à peu près le succès de ma mission que j'assume complètement. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des univers où ce qu'on est en train de se partager là est absolument inaudible. Et quand j'entends on réunit des gens d'origine ou de posture ou de parcours différents, moi j'entends biodiversité. Et plus la biodiversité est forte, plus l'écosystème est fort, va se régénérer, va créer. Quand j'entends valeur, etc., j'entends relation. Que serait un corps humain qui n'aurait pas de relation de qualité entre ses organes? C'est-à-dire que ce ne serait pas évident. Nous avons toutes les réponses en nous. Et je vais vous donner un exemple très pragmatique, parce que souvent on a du mal à les décrocher. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de manière concrète? Il y a un phénomène physiologique dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle l'apoptose. Ça vous parle, ce truc-là? Oh la vache, non. Encore moins que la jouissance. Alors l'apoptose, qu'est-ce que c'est l'apoptose? C'est un phénomène. Quand vous étiez gamin dans le ventre de votre maman, vous ne le saviez pas, mais vous aviez des petites membranes entre les doigts parce que ça vous permet de vous déplacer plus facilement dans le liquide amniotique. Et quand vous passez du monde liquide au monde aérien, il est évident que les petites cellules meurent et que vous avez des peaux mortes sur le corps du bébé. Le phénomène d'apoptose, c'est le phénomène de suicide cellulaire lorsque les cellules ne reçoivent plus d'informations sur leur utilité. Transposé à une organisation, alors c'est pas pour les stigmatiser, parce que si j'avais été président d'Orange, j'aurais peut-être fait la même chose, mais 2006, 29 suicides ou tentatives de suicide, à une époque où cette grande entreprise devait se séparer de 12 500 collaborateurs, ce qui n'est pas une critique du choix stratégique, c'est la modalité. On poussait les gens au départ pour qu'ils craquent, et en 2009, ça a recommencé, et rappelez-vous la phrase du président de l'époque, au journal de France 2, à 20h, il faut quand même arrêter avec la mode des suicides. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'information sur le sens de la cellule ou de votre rôle, vous dégradez, j'ai presque envie de dire, tu répondras mieux que moi, vous dégradez la santé de l'organe, que vous dégradez la santé de la personne. Donc c'est juste une manière de dire que communiquer n'est pas moral. Communiquer est une règle de base de la vie. Et voilà, il y en a une dizaine comme ça, je ne vais pas vous les défiler tous ce soir, qu'on porte en nous. Et si on entendait cette phrase « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes », si on entendait que tout ce qu'on est en train de réinventer, nous l'avons là, mais je crois que c'est des hindouistes qui disaient « nous allons cacher ce trésor là où les humains ne le trouveront jamais », c'est-à-dire là. Consultant dans les grandes entreprises, mais aussi nourri à la philosophie des peuples premiers et des Kogi. Alors eux, comment ils... c'est la grande différence entre eux et nous. Nous inventons des lois, des modes, des recettes, toutes intéressantes, que nous changeons quand ça nous arrange. C'était le grand problème de Nicolas Hulot qui démissionne parce qu'il ressent une impuissance d'agir, tout ministre qu'il était, et la puissance du lobbying dans les instances de l'État. Donc nous c'est des lois qui vont changer sur les élus selon les humeurs des uns et des autres. Ces sociétés traditionnelles, c'est qu'est-ce qui fait que je suis vivant? Et donc si on a... Je ne sais pas si vous connaissez les fractales. Ça vous dit quelque chose, les fractales? Allez dans un Intermarché ou un Super U, ce que vous voulez, piquez un chou romanesco. Vous voyez ce que c'est, le chou romanesco? Ou le chou-fleur. Coupez-le dans la longueur discrètement pour ne pas vous faire arrêter, si vont prendre pour un cinglé. Et vous verrez que le gros chou romanesco est composé de petits choux à l'identique, en taille, enfin en forme, mais à plus petite échelle, etc. etc. Vous voyez le système?
En fait, pour les Kogi pensent que nous fonctionnons en fractal, ce qui est assez troublant. C'est-à-dire ce qui se passe dans un corps humain se passe dans une organisation, se passe sur un territoire. Donc ils ne parlent pas d'un territoire, mais d'un corps territorial, et on peut retrouver les mêmes fonctions organiques dans l'organisation, dans le corps humain, dans le territoire. Et donc si on est injuste dans une des parties de la poupée russe, on provoque des déséquilibres partout, ce qu'on est en train de faire. Injuste n'est pas moral. Injuste, et on n'est pas au bon endroit. Alors justement, concrètement pour vous, Anthony, comment vous organisez votre Bonne gouvernance? Concrètement, comment vous organisez votre gouvernance, vous, Anthony, par rapport à ce qu'on entend et même au quotidien? Moi, j'essaie déjà de retenir tous les mots qu'il a dit pour jouer au Scrabble un jour. C'est fantastique. C'est enregistré, hein, on pourra vous les redonner, il n'y a pas de problème. Ouais, magnifique. Comment nous, on essaye effectivement de mettre une orientation un petit peu différente. Encore une fois, on nous demande souvent quelles sont les méthodes, etc. On parle juste de bon sens, d'essayer de. Le Covid a aussi accéléré ça. On s'est dit, ok, c'est difficile pour tout le monde. C'est quoi la richesse de l'entreprise? C'est 70 coéquipiers qui la composent. Si on utilisait l'intelligence de tout le monde, est-ce qu'on ne serait pas un peu plus fort que d'avoir une idée de quelqu'un et qu'on essaie de descendre simplement? Donc effectivement, on met plein de choses en place. Alors, ce que les gens confondent souvent, c'est qu'on pense que ces organisations-là sont totalement libres de faire tout et n'importe quoi. C'est complètement faux. En fait, il y a beaucoup d'organisations derrière. Il y a c'est très structuré, notamment dans les échanges. Le fait de faire des échanges qui sont très très réguliers, par exemple, ça c'est une des choses qui nous aide beaucoup. Mais pour répondre à la question sur quelle organisation, on a à la fois une organisation dans nos clubs qui est avec de l'intelligence collective, des réunions hebdomadaires, etc., comme tout le monde connaît, des échanges réguliers avec tout le monde. On a ici des membres de l'équipe qu'on appelle des facilitateurs. On n'a pas dans la vraie vie, c'est des directeurs de club. Hein. Nous, c'est des facilitateurs. On a un ministre de l'économie qui est là aussi, qui fait le développement. Donc, on a désacralisé beaucoup de choses. Ça, c'est un des propres aussi des entreprises du bon sens. On essaie de désacraliser les fonctions. Ça sert beaucoup. Vous avez une question, non? Non, l'importance des mots, l'importance du vocabulaire est-il aussi évident que ça, finalement? C'est important de changer les mots? Ouais, je pense que c'est en fait ça. Alors on pourrait appeler ça du marketing interne, ou je sais pas à quoi ça sert, mais ça permet d'ancrer des idées de manière extrêmement simple. C'est vrai que nous, on aime c'est une de nos valeurs, d'ailleurs la simplicité. Donc on essaye de se dire comment simplement les gens peuvent comprendre. L'entreprise du bon sens, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. On essaye d'avoir un accueil qu'on appelle nous légendaire. Qu'est-ce que ça veut dire accueil légendaire? Alors ça a aussi des défauts, c'est que les gens peuvent se méprendre, mettre des tas de mots différents sur un même mot, mais ça donne quand même une forme d'identité à un groupe, je pense. Ça aide au moins à avoir une forme de cohésion. C'est peut-être, je ne sais pas qui posait cette question, mais finalement, est-ce que des fois, les entreprises n'ont pas inventé leur propre langage, je dirais quand il n'y avait pas de solution à leur propre problématique? Souvent, on a créé des langages, des mots, des réunions, des tas de choses comme ça, qui ont été finalement assez handicapants pour une certaine dynamique, non? Quand on rentre dans une organisation, on apprend. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour Decathlon pendant 20 ans. Je parle décathlonien couramment. On se rend compte qu'il y a des mots d'usage, des choses comme ça. Après, qu'elles soient handicapantes ou pas, je pense qu'il faut encore une fois faire les choses simplement, s'exprimer simplement avec les gens, principalement. Mais je pense des vocabulaires, il y en a de partout. Moi, ce qui résonne surtout dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si ça fait partie du titre qui était compliqué à appréhender, mais c'est les notions d'écosystème. Je pense que, en fait, ce qu'on est tous en train de dire un peu ici, et moi j'aime un truc que je trouve passionnant, que je connais très très peu, c'est le biomimétisme, et je pense que c'est un peu ce qu'on essaie d'aborder ici. Mais quand on commence à raisonner en écosystème, quand on commence à comprendre que chacun a un rôle important, ce qui fait par exemple la réussite de toutes les grandes équipes sportives, toutes les équipes qui sont titrées sportivement, c'est notamment ces choses-là. Il y a 9 principes en principe, je ne vais pas les énoncer aussi tous, mais il y a 9 principes qui font que certaines équipes gagnent des titres, et l'intégration des nouveaux, un pourquoi commun, ce genre de choses. Mais il y a vraiment cette notion de rôle et d'écosystème où chacun sait ce qu'il a à faire, où c'est pas de faire à la place d'eux, où c'est celui qui est au plus proche, on en parlait tout à l'heure, de la conséquence qui prend la décision. Voilà, c'est des principes en fait qui sont appliqués dans plein de choses autour de nous. Et si on regarde un peu plus autour de nous, on aurait certainement plein de solutions à nos problèmes. Donc, mais c'est un exercice qui n'est pas si simple. Je me retourne vers vous, Thierry. Une bonne décision, est-ce qu'elle intervient sur quelqu'un qui est, entre guillemets, en bonne forme? Une bonne décision. Chez un capitaine d'équipe, justement. Une bonne décision chez un capitaine d'équipe. Eh bien, pour la médecine orientale, l'empereur, c'est le cœur. Le capitaine, c'est le cœur. C'est le cœur.
D'accord ? Donc, d'un point de vue occidental, allez, le cœur, c'est un organe, là, donc qui envoie une pompe. Hein. D'un point de vue oriental, c'est bien entendu au point de vue organique, toujours la même fonction, mais il a un aspect extrêmement important au niveau de l'équilibre émotionnel et de l'esprit. On appelle le maître de l'esprit et le maître des esprits, parce que le cœur rayonne sur l'ensemble des organes. Si le cœur ne fait pas correctement son job, il ne dirige pas correctement, rien n'est alimenté correctement, et c'est le désordre. Donc d'ailleurs, le cœur, c'est l'empereur, Premier ministre, les poumons. Celui qui décide des plans, le capitaine, le général des armées, c'est le foie. Donc tout est vu de cette manière-là. Donc, et cette médecine, elle vient de quoi ? Cette médecine, elle vient de la terre, elle vient des paysans. La médecine chinoise, qui avant, c'est d'abord passée par le Tibet, l'Inde, la Chine. La Chine l'a développée, elle l'a vraiment portée au summum de ce qu'on a pu faire avec. Mais c'est une médecine à la base empirique, qui a des milliers d'années. Ce sont les paysans qui ont observé c'est quoi le yin et le yang pour être humain. Le yin, c'est devant, et le yang, c'est derrière. Vous savez pourquoi ? Pas très compliqué. Le yang, c'est derrière. Les paysans, à l'époque, ils étaient dans les champs, à travailler comme ceci. Eh bien, le yang, c'est la partie qui est bronzée. Le yin, c'est blanc. C'est la partie qui était face à la terre et qui prenait l'humidité et qui prenait derrière la chaleur. C'est parti de là, hein, de l'observation de la terre, l'observation des étoiles. Ah tiens, le cycle d'engendrement, voilà. Donc tout était observé à partir des paysans. Elle vient de là, cette médecine, on l'a oublié. Donc le principe du vivant, c'est vraiment au cœur de l'être humain, bien entendu, mais d'une conscience. Il faut que ça circule. Si ça ne circule pas, tôt ou tard, il y a des ordres, et puis tôt ou tard, il y aura une pathologie qui va se déclarer. Et c'est exactement la même chose à partir de soi-même, et puis après, on va étendre dans une entreprise, au niveau de la Terre, au niveau du monde, c'est la même chose. Merci beaucoup. Donc finalement, qu'on soit soi-même ou le représentant d'une entreprise, quelque part, ce sont les mêmes règles, les mêmes axiomes. Absolument. Absolument, ça passe par soi-même. Et également, quand on parle de la terre, des racines, si vous n'êtes pas enraciné, vous ne pouvez pas tenir vos décisions. Il faut être enraciné. Et ça passe par un travail sur soi. Ça ne peut pas passer autrement. Merci. Une question pour Emmanuel. Est-ce que finalement, même être responsable d'une entreprise, c'est pas aussi, je dirais, un équilibre sur sa vie privée ? Est-ce que tout ça n'est pas lié, vie privée, choix professionnel et même décision professionnelle ? Est-ce qu'il n'y a pas une harmonie à avoir ? Et même, je dirais, par rapport à son rôle social, est-ce que tout ça n'est pas... Il ne faut pas une harmonie aussi dans ces aspects-là ? Moi, c'est ce dont je pourrais témoigner à titre personnel. C'est cette harmonie que j'ai recherchée. Je ne sais pas s'il la faut. Ça a été ma quête personnelle pour me sentir... bien dans mes pompes, bien dans ma vie, et me dire que ma vie avait du sens. Donc, c'est sûr que quand on se sent... Alors, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il a été hyper galvaudé, aligné, voilà, et qu'il y a, on va dire, une cohérence et un lien dans l'ensemble entre ce qu'on est à titre personnel, ce qu'on fait dans le champ social et ce qu'on peut, si on a la vocation de, et moi c'est le cas, essayer de porter un niveau politique, plus il y a de cohérence, mieux c'est. Après, voilà, je dis rien de très original, mais en tout cas, moi, ça a été ma quête personnelle, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai aussi souhaité faire des choix radicaux, mais ça m'appartient. Et tout le monde n'est pas forcément amené à faire un choix radical. Moi, c'était une nécessité personnelle, j'avais ça au fond des tripes, c'est-à-dire que j'avais... quelque chose qui me taraudait complètement, et je rebondirais sur ce que tu disais, Eric, je suis maman. Donc demain, j'ai pas du tout envie de me lever, d'avoir mes gamins qui me regardent et qui me disent « Mais tu savais, maman ? Mais t'as rien fait ?» Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Donc après, chacun fait à son échelle. On peut tous le faire à notre échelle. En tant que dirigeant, on a les clés du camion. Ça dit pas où on va aller, ça dit pas comment, mais on a les clés du camion. Et après, c'est sûr que il faut... Enfin, c'est idéal
Quand, je dirais, mais c'est une généralité dans la vie, quand il y a un alignement entre ce que sont les personnes, ce qu'incarne le dirigeant, ce qu'incarnent les équipes et ce que socialement ils peuvent vivre, bon, bah, ça fait écho. Ça fait écho, mais après, je pense, en tout cas, moi, j'ai vécu le burn-out, mais je ne l'ai pas vécu là récemment, mais je l'ai vécu par le passé. Souvent, le burn-out vient d'un décalage entre ce à quoi on aspire et ce qu'on vit. Et c'est des problématiques, on en revient à des questions de toute façon de santé. Donc, l'idée de remettre les choses en lien et soi-même d'essayer à son niveau, et chacun va avoir sa recette personnelle et ses envies et son rôle à jouer. On a tous un petit rôle à jouer. Arriver à trouver ce que peut être son petit rôle et quand on l'a trouvé, de se mettre en route pour essayer de le remplir, c'est sûr que vous vous levez très différemment le matin. Ça ne vous apporte pas forcément de sécurité, mais en revanche, ça vous fait avancer et ça vous donne de la joie. Moi, j'emploie aussi un autre mot qui rejoint celui de jouissance, mais la question de la joie, elle est aujourd'hui fondamentale. On vit une époque qui est terriblement sinistre. Donc, ça n'empêche pas de se marrer, ça n'empêche pas de faire des choses qui nous éclatent. Et ça aussi, c'est extrêmement important, et comme levier de motivation personnelle, et comme levier de motivation collectif. Voilà. Et la joie est le sentiment du cœur. La joie nourrit le cœur, dans le principe de médecine orientale. Une question pour vous, Saucen. Honnêtement, quand une entreprise est sous pression, qu'elle doit faire des résultats, qu'il y a de la concurrence, il y a vraiment des obligations quelque part, d'ailleurs, avec lesquelles certainement la vie de l'entreprise et celle de ses salariés est en jeu. Est-ce que la joie, tout ça, a sa place quand on est pris par le temps, quand on est pris par des résultats? Est-ce que c'est concret, c'est réaliste, c'est applicable surtout? C'est une bonne question. Toute proportion gardée, oui, je pense que c'est applicable. En réalité, c'est au moment où on dissocie le plaisir de ce qu'on fait qu'on se trompe de direction. Même dans l'effort, on a besoin de plaisir. Globalement, vous parliez, je vais reprendre le terme d'être aligné. Nous, on recrute beaucoup. Donc, on voit beaucoup de candidats. On pourrait croire que nos candidats, alors ce sont des ingénieurs, ils sont très recherchés. Enfin, ils ont le plein emploi. On se bagarre pour qu'ils nous choisissent. Et on pourrait croire que c'est le salaire qui va faire la différence ou la fiche de poste. Et depuis quelques années, c'est plus du tout le cas. Depuis quelques années, tout le monde est en quête de sens et malheureusement le Covid a accéléré ce processus, ou heureusement d'ailleurs, mais il a accéléré ce processus pour beaucoup de futurs salariés et il y a beaucoup d'entreprises qui se cherchent encore. C'est difficile d'exprimer clairement comment offrir du sens à un salarié. Mais je pense que l'alignement vient quand on arrive à marier le monde professionnel, les engagements, la performance et la rentabilité à des engagements sociétaux plus fondamentaux de la terre sur laquelle on vit, qui nous donne, qui nous nourrit, comme on disait tout à l'heure, sur les questions de santé, d'environnement ou du vivant. En fait, en réalité, quand on arrive à marier les deux, on rend les gens beaucoup plus à même à se dépasser parce qu'ils savent pourquoi ils le font, comment ils le font et dans quelle mesure, qu'est-ce que ça va changer. Le pourquoi dont on parlait est très très important. Merci beaucoup. Nous venons de passer un bon moment ensemble, j'espère que ça vous a plu. 5 belles expériences de vie, d'entrepreneuriat aussi. Mais maintenant, je pense que vous avez peut-être des questions. Alors, on a un moment entre nous pour peut-être écouter les questions et tenter d'amener des réponses. Alors, si quelqu'un a des questions, c'est le moment. Je pense que vous pouvez prendre la parole. Et puis, on vous répondra. L'un de nos 5 invités vous répondra dans l'axe que vous voudrez. Beryl. Bonjour, moi je m'appelle Beryl Bess, je suis assez engagée, investie sur plein de sujets. Et moi j'ai une problématique opérationnelle, c'est que souvent la gouvernance elle est prise à Paris, elle est prise, nos lois sont là. Et après, quand on le déficelle alors j'aime pas le mot territoire, mais local, c'est complètement inapproprié, c'est inadapté. Et je me dis comment on peut faire une gouvernance aujourd'hui éco-responsable. Donc on a quand même besoin de gens qui nous inspirent, mais comment on peut les rendre le plus proche possible du terrain.
Voilà. Et souvent, il y a vraiment un vrai décalage entre la réalité de ce qu'on vit au quotidien et des lois, et il y a une vraie dichotomie, quoi. Un petit truc, c'est une phrase qui vient d'un chef d'orchestre qui s'appelle Dudamel. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un des plus grands chefs d'orchestre actuels qui a été nommé, je crois, à l'Opéra de Paris, ou je ne sais plus exactement à Paris. Et c'est un monsieur qui vient d'une dynamique vénézuélienne qui s'appelait le Système, El Sistema, qui avait pour objectif de sortir les jeunes des bidonvilles, de la violence et de la pauvreté en leur faisant jouer de la musique classique. Et ce monsieur, Dudamel, était devenu le chef d'orchestre de ces musiciens qui savaient d'où ils venaient, donc qui nourrissaient la valeur, le sens, tellement c'était une porte de sortie. Et pourquoi je vous cite ce Dudamel, ce chef d'orchestre? Parce qu'un journaliste lui a demandé, d'après vous, quel est le rôle du chef? Il a eu 2 réponses sur le rôle du chef. La première, c'est qu'il a répondu avec une énorme banane. C'est vrai que rien que de le regarder, on a envie de l'embrasser. Il a un visage avenant. Bah, c'est déjà important. Si tu as un regard un peu avenant et ouvert pour l'autre, c'est déjà une bonne réponse. Et la deuxième, qui est plus intéressant, ouvrir des espaces de liberté pour que chacun puisse s'emparer et contribuer à l'œuvre commune. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Si on n'ouvrait pas un espace où chacun peut faire de l'histoire son histoire, et comme tu le disais très justement, il ne s'agit pas de refaire toute la stratégie, mais chacun a son espace de liberté, on ne permet pas l'appropriation et on ne permet pas la liberté de lâcher l'énergie. Juste une petite anecdote, quand les conquistadors arrivent sur la côte Caraïbe, on est en 1524, il y a des scripts à l'époque qui notent qu'est-ce qui se passe. Ils ont noté un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, enfin plein de trucs intéressants. C'était assez violent comme confrontation. Et ils notent, en fait, les Espagnols qui arrivent, ça aurait pu être les Français à l'époque, mais là c'était les Espagnols, on est dans un pouvoir héréditaire qui descend. La lignée royale, militaire, tout ce que vous voulez, ok, ça rebondit un peu avec votre propos. C'est du quadrillage du territoire, il suffit de regarder les villes espagnoles qui restent de cette époque-là, quadrillage du territoire et de la ville pour contrôler. Et là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette dynamique-là. Et puis, le même homme d'église décrit ce qu'il voit en face, c'est-à-dire ce qu'ils entrevoient de la société indienne qui est en face, des hiérarchies et des pouvoirs qui changent selon les fonctions. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'un chef de guerre, entre guillemets, on met un chef de guerre, puis quand la guerre est finie, il n'est plus chef, puis on met un autre chef. Alors ça, pour les Espagnols, c'était très, très agaçant, parce qu'ils ne savaient pas à qui faire la guerre, ça changeait tout le temps. Pas de murs aux villes, des villes qui épousent complètement le territoire. Des villes fonctionnelles comme les organes d'un corps humain. Enfin, je ne veux pas faire la liste. Et on trouvait structuré dans cette no-rencontre notre problème actuel qu'on n'a toujours pas résolu, c'est comment associer l'efficacité, la rigueur, et dans un corps, il y a le yin et le yang et l'efficacité et la rigueur, et réintégrer ce que j'appelle la dimension féminine, subtile, sensible, qui permet qu'on renoue un dialogue entre cette confrontation qui n'a jamais eu lieu et ce besoin, quand tu parles de biomimétisme, c'est une manière de dire comment faire revenir la nature et le vivant. Et Le Clésio, notre prix Nobel de littérature, avait déjà dit dans un de ses livres, que je vous conseille de lire, Le rêve mexicain, il avait dit « Et si en 1524, ou dans ces époques-là, on ne s'était pas entretué, mais on avait dialogué, que serait devenu notre monde aujourd'hui ?» C'est-à-dire si ces 2 dimensions, masculines et féminines, avaient eu le courage et l'audace du dialogue. Il n'est pas trop tard. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu veux rajouter quelque chose? Très bien, vas-y. Sur le sujet, en fait, on nous demande souvent c'est quoi le rôle du dirigeant, enfin le mot de leader. Moi, je trouve qu'il est pas génial. Le vrai leader, il est souvent derrière le groupe. C'est pas celui qui est devant. Pardon? Voilà, exactement. Et en fait, on demande souvent c'est quoi le rôle du dirigeant, etc. Je pense qu'il a plusieurs rôles. Il doit co-créer la vision, certainement, mais surtout les gardiens des valeurs aussi, les gardiens du temple, c'est Onesta, qui n'est pas un grand philosophe, mais que moi j'adore, qui est le sélectionneur de l'équipe de France de hand, qui a fait des livres aussi fantastiques, et qui explique parfois les gardiens du temple, quand vraiment il y a quelqu'un qui sort du cadre, il doit être celui qui rappelle les règles essentielles, mais surtout ce qui fait écho, on doit être capable de créer un environnement dans lequel les gens vont s'épanouir. Notre vrai job à nous, c'est pour ça que nous aussi on est des facilitateurs, c'est de dire je vais tout faire pour que ces gens-là puissent s'exprimer correctement, faire leur boulot. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ton travail correctement? Qu'est-ce que je peux faire pour te permettre de t'exprimer plus? C'est ça notre vrai rôle de dirigeant, leader, peu importe le nom, mais en tout cas de coéquipier. Avant de vous donner la parole, Emmanuel, je prends un exemple sportif puisqu'on est dans le sport. C'est ce qu'on a prêté avec une réussite à l'équipe de France de football en 98, c'est-à-dire on a vraiment senti le rôle
d'un entraîneur qui était plutôt là pour coordonner et qui, avec beaucoup de réussite, les énergies. Et c'est ce qui lui a peut-être manqué dans le championnat d'Europe avec pourtant les mêmes personnes. Donc c'est vrai que derrière le rôle est... En plus l'entraîneur est vraiment le seul gars qui n'est pas sur le terrain quelque part. Donc l'image est assez carrée. Et puis Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'était voilà, compléter ce qui a pu être dit avec le témoignage de ce en quoi on croit. Alors moi j'aime bien le mot de territoire. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de changer un petit peu d'échelle. Donc ça, moi, c'est mon premier élément de réponse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on ne change pas d'échelle pour résoudre les problèmes, comme ils sont devenus tellement énormes, on aura du mal à les résoudre. Donc il y a probablement des choses qu'il faut essayer de régler à des endroits, là où ça fait du sens. Donc c'est très généraliste ce que je vais dire, mais en tout cas pour ce qui nous occupe, sur par exemple les questions alimentaires, ou les questions de justement écosystème, si on veut être dans un système alimentairement résilient, aujourd'hui émerge une nouvelle notion qui est la notion de biorégion, qui échappe un petit peu aux caractéristiques, on va dire, administratives de la région et qui se cale vraiment plus sur la façon dont le territoire fonctionne. Et nous, notre idée, c'est de dire comment est-ce qu'on mobilise les gens autour de ces problématiques avec nos savoir-faire qui sont de dire sur une problématique donnée par le territoire, comment est-ce que nous, associations, on va constituer un écosystème pertinent qu'on va faire travailler ensemble pour faire remonter des propositions. Ça se fait. C'est pas la partie la plus compliquée, aller chercher des gens ou produire des idées. Après, la partie la plus compliquée, et c'est là où intervient justement l'alignement avec la vision stratégique du dirigeant et le fait qu'il y ait une vraie volonté politique de mettre en place les choses, c'est ce qu'on va suivre les recommandations qui vont venir confère la Convention citoyenne pour le climat, qui est un vaste bide, parce qu'on a demandé aux gens leur avis, et derrière, on leur dit regardez par là-bas. Donc, c'est aussi une condition sine qua non de quand on veut faire participer les gens, et aujourd'hui, il y a plein de techniques pour le faire, les gens sont demandeurs, c'est pas le plus compliqué, c'est derrière, effectivement, alors pas leur raconter la messe sur leur dire qu'on va mettre en place tout ce qu'ils vont proposer, non, on les consulte, et puis en revanche, qu'on puisse ensuite mettre en place quelques idées qui ont pu être émises, et ça nécessite du suivi, ça nécessite de l'ingénierie, ça nécessite un accompagnement comme ceux que vous pouvez sans doute proposer chez Fortis, mais donc ça, c'est une vraie volonté politique d'accompagner tout ça. Et ma conviction, c'est qu'effectivement, si on ne va pas vers ça, en tout cas pour revenir à un niveau plus macro de la politique, si les politiciens, et j'emploie à dessein ce mot, ne se tournent pas vers des gens qui connaissent les problématiques pour effectivement construire les programmes, alors nous on est en train de préparer quelque chose pour les présidentielles, ça fonctionnera pas parce qu'on aura un décrochage effectivement complet. Et il y a des initiatives intéressantes d'un point de vue politique qui commencent à émerger. Je fais partie du Collège citoyen de France, qui est une formation qui se veut alternative à l'ENA, qui fait intervenir des gens porteurs de projets comme moi de problématiques citoyennes pour faire des propositions en politique avec l'idée qu'on investisse demain des gens en politique qui sont des gens qui connaissent les problématiques de terrain et qui apportent des réponses du terrain. Donc c'est quand même en train de frémir tout ça. Thierry, justement, moi je rebondis là-dessus parce que à vous écouter, Emmanuel, et on revient sur le corps individuel, cette notion d'écoute, elle est essentielle. Mais... Évidemment, elle est essentielle, mais quand le cœur ne fait plus correctement son travail, eh bien, c'est les administrés qui vont prendre le relais. Donc, si le cœur n'écoute pas, tôt ou tard, il y a d'autres éléments qui vont prendre le relais et qui peuvent déborder. Donc le cœur, c'est rapidement, il y a les 5 éléments, mais le cœur, c'est la relation au feu. Si le feu, il n'est pas un feu empereur qui rayonne et qui nourrit l'ensemble du corps, le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire son boulot et c'est l'eau qui va prendre le relais. Et quand l'eau vient sur le feu, c'est la mort. Donc, si notre empereur et nos dirigeants n'entendent pas, tôt ou tard, eh bien, les organes sont en train de prendre leur place. Et ça vient du fond. Voilà, d'autres solutions qui vont émerger, forcément, obligatoirement. Une question, là-bas, on va vous passer le micro.
Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions respectives, c'était vraiment passionnant. Moi je suis Sébastien Bond, j'investis dans ce qu'on appelle des startups, de jeunes entreprises innovantes, donc je m'intéresse à l'innovation. Et j'avais 2 questions rapides. Une question à Thierry, je serais intéressé de savoir ce que dans la médecine chinoise ou asiatique, mais pourtant j'en viens donc je devrais le savoir, mais quelle est la place du cerveau dans tout ça, avec toutes ces maladies neurologiques dont on entend parler aujourd'hui. Et puis une question un peu liée à Eric, on a parlé de biomimétisme tout à l'heure, ça m'intéresserait de savoir si dans la nature il y a des exemples dont on peut s'inspirer pour changer nos gouvernances. Qui veut répondre en premier? Thierry, pour commencer. Merci. Très bonne question. Pour nous, les Occidentaux, Vous avez droit à l'apéro. le cerveau, il y a une place prédominante. Eh bien, pour la médecine orientale, médecine chinoise, médecine japonaise, le cerveau est un ordinateur et reçoit, attention, tenez-vous bien, reçoit les ordres du cœur. Comment c'est possible? Je vais simplement prendre un tout petit exemple. Lorsque vous avez soudainement une peur, quelque chose, vous êtes surpris, quelle est la réaction? Vous avez une réaction corporelle, avec d'abord une tétanie, puis une focalisation souvent qui va se mettre au niveau du plexus solaire, au niveau des intestins avec des douleurs, et puis après, dans l'instant après, vous analysez. Donc ça passe d'abord par le corps, puis c'est une analyse du cerveau. Extrêmement rapide, mais c'est une analyse du cerveau. Et le cerveau, avec le nerf vague, un nerf qui va descendre et qui va alimenter tous les organes jusqu'aux intestins, qui redonne l'information. Mais la vision de ces médecines traditionnelles, c'est le cerveau est l'ordinateur et reçoit les ordres du cœur. Donc voilà. C'est un petit peu. Ce qui inspire les chamans, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les managers, le rôle d'un chaman, je me suis amusé, n'étant pas ethnologue ni anthropologue, mais consultant, à aller regarder chez eux. Tiens, ont-ils des managers, ces Indiens, dans leur forêt là? En tout cas, une fonction proche. Et le mot que j'ai trouvé qui désigne cette fonction, c'est Kwamalde. Et Kwamalde, ça veut dire guérir la relation. Et je rejoins à ce que tu dis, si la relation est fluide, s'il n'y a pas trop de conflits et pas trop de tensions, l'énergie de l'entreprise, du projet va être... Voilà, et ça, c'est quelque chose de très physiologique. C'est pour ça que merci d'avoir pris cet exemple de parallèle avec le corps. En fait, j'irai un petit poil plus loin que le biomimétisme. Biomimétisme, si on regarde comment fonctionne le vivant et on essaie de l'intégrer. Moi, j'ai envie de dire, c'est comment toi tu fonctionnes. Comment fonctionne ce mystère, et merci de nous l'ouvrir. En fait, quand on dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes », on ne prend combien de temps on prend pour savoir. Quand on fait une analyse de sang, on regarde, on a plein de petits chiffres, et puis le médecin, vous lui donnez l'analyse de sang, il fait « Oh, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a 1,84 et alors, qu'est-ce que ça fait ?» Et en fait, on se rend compte que c'est un truc d'une fragilité extrême, mais qui répond à des fonctions extrêmement précises. Et quand je vous parle de fractal, si on comprend comment ça marche, toutes les transpositions sont faciles. Toutes les transpositions sont faciles. Dans un corps humain, dans une organisation. Et j'insiste là-dessus, quand on regarde dans l'histoire, et j'arrêterai avec ça, chaque fois que les périodes historiques ont été tendues, les humains ont su ouvrir ce que j'appelle des espaces féminins. Donc c'est une métaphore totale de l'espace féminin que, mesdames, vous connaissez, c'est-à-dire on va imaginer ensemble une réponse qu'on ne connaît pas encore. Prenez un seul exemple que je vais vous prendre, dont vous bénéficiez tous aujourd'hui, dont on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est les mutuelles. C'est quand même des gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui venaient de leur campagne, qui ont été dans des galeries de mines, et qui ont ouvert cet espace pour se dire comment nous allons tenir le risque à distance. Et ils ont inventé les mutuelles, en mutualisant les enterrements, en mutualisant, etc. C'est de ça, et ça c'est éminemment féminin, parce que personne ne sait la réponse, mais on va la trouver. C'est faire appel à ce que la vie a de plus beau, c'est l'advenir. C'est-à-dire, laissons advenir ce qui doit advenir. C'est éminemment, si on revient à votre terme, du biomimétisme. C'était pas du tout pour être graveleux que j'ai pris mon exemple de féminin-masculin. C'est quand vous mettez une information masculine,
quelque chose advient. C'est incroyable, c'est un mystère hallucinant. Et si on reprend l'idée des fractales, ce qui se passe au niveau du corps humain se passe dans les organisations. Je pourrais vous prendre plein d'exemples, mais ça nous emmènerait trop loin sur comment ça s'applique, mais c'est extrêmement pragmatique. Autrement, c'est du discours et ça ne sert pas à grand-chose. Une question géniale qui pend à la langue d'un des participants ce soir. Ah non. On a répondu à toutes vos questions. C'est un peu d'ironie, Thierry, mais moi j'en ai une à rajouter. Monsieur parlait de problèmes de santé, des problèmes, je dirais même au niveau du cœur, mais au niveau du cerveau. Alors, à vous écouter, je voulais juste finir à vous écouter, je pense que vous définissez que la maladie, c'est une colère contre soi-même, c'est ça? C'est beaucoup plus complexe que ça, mais la colère fait partie bien sûr des sentiments, comme au même titre que la tristesse, l'excès de joie, parce que quand on parle de joie, c'est pas sauter partout, hein. La joie, c'est un état. Et ça, être en état de joie, c'est quand on s'est bien nourri. Voilà. Mais donc pour en revenir au niveau de la colère, elle est chez nous, elle est en relation avec le foie. Et pour parler du cerveau, en fait, c'est assez complexe, mais le cerveau dépend du rein. On l'appelle, puisque le rein est un organe. Alors, pour la médecine occidentale, bien longtemps, ça a été un organe un peu mineur, mais à l'heure actuelle, ils sont en train de découvrir que c'est vraiment un organe majeur au niveau de la santé, essentiel, qui gère de nombreuses fonctions. Et le rein nourrit les moelles, notamment la moelle épinière et le cerveau. Donc si on a un problème de cerveau, c'est plus le rein que le cœur dans votre approche. Un problème de cerveau, ça peut être, puisque on va partir que le rein, c'est la chronicité. Donc les choses qui vont être chroniques peuvent avoir une liaison avec le rein qui va nous parler. Le rein, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler des peurs et des inquiétudes. Donc on a bien subi quand même ces 2 dernières années. Voilà, les peurs continuent ou l'inquiétude qu'on nourrit, voilà, eh bien c'est des choses qui peuvent tout à fait affecter le rein. Puis, sur du long terme, ça peut affecter également d'autres organes, tels que le cerveau. Et finalement, pour revenir sur une métaphore avec l'entreprise, le rein a quelle place dans une entreprise? Ça peut être n'importe quel secteur? Le fondement, les racines. C'est la base, c'est les racines. Les reins, c'est les racines du yin et du yang. Le yin, c'est la profondeur, c'est ce qui tient l'ensemble, mais le yang, c'est l'énergie défensive. Donc le yin, c'est le féminin. Alors vraiment une relation profonde avec le féminin. Le yang, c'est la partie masculine, c'est la partie défensive, donc l'énergie qui circule pour défendre et protéger le yin. Mais l'un et l'autre sont tout à fait indispensables au bon fonctionnement. Vous parlez de racines, on parlait d'ADN tout à l'heure. Finalement, c'est toujours la même problématique des fondamentaux, quelque part. Ça fait le lien avec la question de tout à l'heure, de comment on fait redescendre ces fondamentaux. Alors nous, on n'a pas fini ce processus-là, et c'est une vraie question, c'est une question très intéressante. Et c'est important de les partager, c'est important de les vivre, de les ressentir pour les propager en interne dans l'entreprise. C'est vrai que nous, pour essayer de faire redescendre l'ADN un maximum, on a impliqué les salariés dans des actions soit qu'ils avaient choisi eux-mêmes, soit qui avaient été décidées par la gouvernance, mais de les impliquer personnellement et qu'il y ait une relation aussi. Je parlais de parrainage, tout à l'heure on fait beaucoup de mentorat, de parrainage, etc. Et on ne triche pas, hein. Soit on parraine pas, mais on peut pas tricher, et ça change aussi des comportements en dehors de l'entreprise, puisque finalement, si je fais une action bénéfique en interne, je ne peux pas enlever ma casquette, reprendre ma voiture et faire comme si de rien n'était le reste de la journée. Ça modifie aussi l'état d'esprit global, pas juste l'état d'esprit au travail. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Steve? Juste une dernière chose, parce que c'est un peu le principe le fondement de la conférence. Moi, j'invite tout le monde, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, à essayer d'avoir des actions très concrètes autour de vous. Nous dit souvent, vous êtes des clubs de sport, vous faites quoi pour la planète, etc. Et pour autant, on a, avec beaucoup d'humilité, engagé plein d'actions
Ça peut être des toutes petites choses, à savoir comment on va gérer l'eau dans nos douches. Enfin, un club de sport, aujourd'hui, on est des consommateurs d'eau, on est des consommateurs d'énergie. Voilà, on pourrait voir le problème comme ça, mais comme dans chaque difficulté, il y a des opportunités. En tout cas, ça, c'est une de nos philosophies. On peut voir les choses différemment. Et puis, on peut se dire, on a peut-être plein de gens qu'on peut influencer. Et par exemple, sur la production d'énergie, on peut imaginer que le corps humain peut en produire plutôt qu'en consommer. Et on a commencé, nous, à investir dans une société qui fait des vélos qui produisent de l'énergie, par exemple, qu'on peut réinjecter dans le bâtiment. Et voilà, il y a plein d'initiatives comme ça qui vont arriver. Et certainement, dans chacune de vos entreprises, il y a des petites choses à faire, mais encore une fois, c'est fait à part. Et nous, on essaie simplement aussi de faire notre part, et j'encourage chacun d'entre vous à le faire humblement, mais en tout cas, faites-le. C'est plutôt l'action qui compte. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, ça sera... S'il y a encore une question, eh bien, allez-y. Bonsoir. Je ne voulais pas faire l'oiseau de mauvais augure, parce qu'en fait, tout ce qu'on a entendu était hyper inspirant, et j'ai trouvé ça bien de voir la personne. En revanche, je voulais poser une question à Eric. Il parlait d'analogie de se taper la tête contre une vitre et de baver jusqu'au bas. J'imagine que ce n'est pas la première fois. J'imagine que ce ne sera pas la dernière fois. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de mixité. On sait qu'aujourd'hui, dans les intelligences collectives, la femme, quand elle est là à plus de 50%, au moins 50%, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on en est vachement loin. Et ma question est, est-ce que, on a dit qu'il va falloir casser la table, casser la vitre, ou est-ce qu'il va falloir prendre le temps d'avoir des initiatives chacun de notre tour pour arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on imagine ce soir. Donc quel timing, et est-ce qu'à un moment donné ça ne passera pas par quelque chose de plus violent, de plus radical. Je ferai une réponse à la normande, si peut-être ben que oui, peut-être ben que non. si on parle aux adultes, peut-être que nous sommes, si nous ne jouons pas notre rôle d'adulte pour d'autres parties de la population, dont certaines plus jeunes, la radicalité va forcément arriver. La grande question, c'est pourquoi les adultes ne jouent pas leur rôle, qui n'est pas de donner la réponse, mais c'est un peu ce que vous évoquez dans les entreprises, c'est d'ouvrir des espaces où on va leur donner espoir et confiance. Et ça, c'est à portée de main. C'est pas très compliqué, mais ça vient toujours buter sur une chose. Quelle est la place dans l'agenda pour le faire? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'investit dans d'autres trucs, on est tous surchargés. Donc, aura-t-on la place dans l'agenda pour réouvrir ces espaces où on va dire aux jeunes, écoute, on va construire ensemble le chemin de demain. Et ça, c'est faisable, c'est pas très compliqué. Mais voilà, il faut y mettre un peu d'énergie, un peu de temps. C'est ce qu'on essaie de faire. Avec Virginie, on a lancé un truc qui s'appelle Nature Society, c'est-à-dire refaire société avec la nature, pour essayer de répondre à cette question. Si on ne fait pas des réponses comme celle-là, ça va forcément aller sur la violence. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Je vois pourtant, si je peux me permettre, Eric, en écoutant notamment Anthony, et puis même vous croyez quand même aux nouvelles générations. D'abord, elles ne réagissent pas de la même manière vis-à-vis des entreprises. Elles sont moins, je dirais... elles ont maintenant des espérances qu'elles ont développées de leur côté, souvent d'ailleurs contre une société qui se casse un peu la figure ou une entreprise qui ne correspond pas à leurs besoins. Vous, par exemple, vous investissez beaucoup et vous croyez aux nouvelles générations qui évoluent malgré tout, qui ne restent pas sur nos systèmes de pensée forcément à nous, les adultes actuels. Ouais, de toute façon, ils ont l'énergie, ils ont les idées, ils ont plein de choses. Enfin, moi, je crois surtout à la diversité, des jeunes, des femmes, des vieux, de toutes les horizons. Enfin, chaque fois qu'on voit moi, j'ai un univers très très mixte dans ma famille, dans mon couple, etc. Et c'est une richesse folle. Donc, c'est surtout aller chercher ça, aller chercher, les jeunes générations. Je pense qu'il faut surtout leur donner les clés pour pouvoir faire et écouter aussi comment eux ils veulent le faire. Mais c'est encore une fois, je trouve qu'on complexifie beaucoup les choses. On a une jeune qui nous a rejoint ce soir et qui a été embauchée il y a 2 heures et qui est là parce qu'elle avait simplement des belles valeurs humaines et on a parlé plus de valeurs humaines et de projets que de missions en fait pour faire quelque chose. Donc on parle beaucoup de la guerre des talents et comment on fait la guerre des talents. Nous, on a créé une école de formation, on a notre propre école parce qu'on pense qu'on voulait prendre du départ des gens passionnés pour en faire des gens passionnants. Mais c'est ça qu'il faut leur donner en fait. Il faut leur donner de l'écoute, il faut leur transmettre. On a parlé de transmission tout à l'heure, moi j'aime beaucoup ce mot-là, et après leur laisser simplement une chance de s'exprimer. Eh bien écoutez, je voulais moi vous remercier tout le monde d'ailleurs, et même ceux qui nous ont suivis en streaming, parce que je pense que c'était très intéressant. Il y a certainement beaucoup de leçons à prendre, alors, en gros ou en partie, selon les besoins et les aspirations de chacun, et je propose à Virginie de clore et de nous dire finalement aussi son ressenti après ce retour
en présentiel finalement dans tes soirées? Comme je dis souvent, le mode mammifère est quand même plus heureux. Donc vous voir, et j'en ai quand même bisouillé quelques-uns, donc c'est pas grave. On saura quel est le résultat peut-être dans quelques jours. Mais écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et puis de démarrer en fait cette saison avec 5 beaux intervenants et belles intervenantes. C'est vrai que c'est un sujet qui n'était pas facile pour lancer cette première saison. C'était aussi questionner et interpeller chacun d'entre eux à la lumière de leur parcours sur la manière dont ils avaient revisité ces sujets de gouvernance. D'abord en travaillant sur un sujet qui était leur propre territoire, comme j'aime à dire, leur propre écologie. Parce que gouverner et donner le cap, ça n'a de sens que si déjà on a une vision claire, si le cœur sait où il va, pour que l'ensemble des organes, effectivement, s'organisent autour pour apporter de manière solidaire leur contribution. Ça serait un peu ça. Le mot gouvernance est effectivement désormais présent dans toutes ces sphères de notre économie, de notre société. Mais comme nous avons pu le partager ce soir avec nos invités, et ce que je dis à l'instant, la gouvernance est co-responsable, amène aussi à une autre question, une question qui interroge, et vous avez pour partie répondu à votre endroit, son rapport au soi, qui interroge son rapport aux autres, qui interroge son rapport au principe du vivant, et à cet alignement dont tu parles, Thierry, du cœur, du corps et de l'esprit. Les prises de conscience liées à la dégradation de l'environnement, l'indignation que suscitent les inégalités dans le monde, la catastrophe sanitaire des derniers mois nous rappelle ô combien nous sommes tous concernés, combien nous sommes liés dans une même communauté qui touche aux conditions immédiates et au futur de la vie sur Terre, pour reprendre ce que disait Eric. Si certaines coopérations internationales montrent encore les difficultés de nos dirigeants à formuler une réponse collective à la hauteur des défis, quelques initiatives heureuses, quelques associations bienfaitrices, quelques dirigeants, femmes et hommes humanistes, comme ce soir, nous rappellent comment à notre endroit nous pouvons agir et nourrir cette gouvernance du vivant. J'ai ouï dire par certains de vos collectifs que j'ai pu rencontrer que vous étiez, chers invités, des guides passionnément passionnés, inspirants, des faiseurs qui ont appris en marchant. Mais je sais aussi qu'avant d'être debout, sur le chemin, vous avez de nombreuses fois trébuché. Et pourtant, de vos combats, ce soir, nous avons appris. Nous avons appris que l'engagement demande une sagesse, une détermination sans faille, une foi profonde qui, malgré les épreuves, reste votre boussole. Quelle que soit votre tribune ou votre espace de jeu ou terrain de jeu, Emmanuel, Eric, Anthony, Thierry et chère Saouzane, tous avaient en commun une énergie sincère, une gentillesse singulière, une conscience pleine et responsable du rapport à la vie. Dénoncer les urgences, se mobiliser contre toute forme d'inégalité, apaiser, soigner, visible ou invisible, de vos initiatives et de vos combats, nous avons toujours besoin. Car face au chahut de la foule qui s'affole, comme un bouclier qui se dresse, vous nous éloignez de toute forme d'amnésie collective et vous nous rappelez que la solidarité reste créatrice. Alors avec moi ce soir, comme une vieille habitude, cher auditoire, je vous demande de vous lever et de saluer nos invités comme il se doit. Il y en a une qu'il faut saluer particulièrement, qui a l'audace de ces soirées et qui nous accorde sa confiance. Je ne suis pas Virginie, mais redonnez-lui un petit clap-clap parce qu'elle le mérite bien. Bonsoir à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Et puis, comme une soirée se fête, je vous propose de retrouver le buffet qui nous attend,
autour de Paul Raffier, d'Isabelle Grenier et de nous tous. Et puis bonsoir à toutes les personnes qu'on ne voit pas mais qui sont connectées à distance. Il est peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard pour certains, mais ils sont là. Merci à tous et à bientôt.